Il y en a marre. Oh non, encore eux. Oh, c'est pas vrai. Oh, il y en a marre. Il y en a marre de la campagne. Bonjour, bienvenue sur le plateau du siècle vert en direct du Salon de l'Agriculture. Nous poursuivons notre cycle d'émissions consacré aux élections municipales, aux relations entre les agriculteurs et les ruraux. Aujourd'hui, nous avons un maire et un candidat aux prochaines élections municipales. Alors, le maire, Daniel Sauvêtre, bonjour. Bonjour. Vous êtes d'abord producteur de pommes, arboriculteur. Je suis arboriculteur, viticulteur dans le Sud-Charente, sur la petite commune de Régnac. Alors, dont vous êtes le maire. Je suis le maire depuis 2008 et c'est une commune qui a 760 habitants. Et conseiller régional de Nouvelle-Aquitaine. Je suis conseiller régional de Nouvelle-Aquitaine. Et nous accueillons Daniel Prieur, bonjour. Bonjour. Agriculteur, éleveur, producteur de lait dans le Haut-Doubs. C'est ça. Et sur la commune de Pierrefontaine-les-Varans. Donc vous n'êtes pas encore élu, mais vous êtes candidat aux prochaines municipales. Alors moi, je ne suis pas encore élu parce qu'il y a 6 ans, j'ai fait le choix de laisser la place, puisqu'on mettait en place la parité et ces choses-là. Donc j'ai quitté l'équipe municipale il y a 6 ans. Je me suis consacré beaucoup à mes mandats agricoles. Et cette fois-ci, j'ai envie de revenir à mon village, de faire des choses pour mon village. Alors, vos mandats agricoles, vous êtes président de votre chambre départementale d'agriculture qui couvre 2 départements, c'est ça? C'est ça. Le Doubs et le territoire de Belfort. Belfort. Et secrétaire général adjoint de la FNSEA. Et de la PCA et aussi. Secrétaire général adjoint des chambres d'agriculture France. Voilà. Un mot sur votre commune, Daniel Sauvêtre, donc Régnac. Combien d'habitants, vous l'avez dit? 760 habitants, petite commune rurale. Combien d'agriculteurs? Une quinzaine d'agriculteurs, Ouais. ça diminue chaque année. Le dernier éleveur a cessé son activité pendant mon mandat. Donc aujourd'hui, on a essentiellement viticulture, un peu d'arboriculture, forcément avec un peu de pommes, un peu de noyer, et puis céréales et très très peu de maraîchage. Voilà. Et à Pierrefontaine-les-Varans? Alors à Pierrefontaine-les-Varans, Combien d'habitants? Il y a 1414 habitants. Très précisément. On a 25 fermes sur la commune qui produisent pour quasiment 22 d'entre elles du lait pour le comté, avec une fruitière dans le village. Et ces établissements qui ont été créés par nos ancêtres pour valoriser le lait, et quelque part c'est tendance parce que ça rémunère bien le lait. Et puis on a des agriculteurs qui se sont lancés en diversification, notamment autour de l'aviculture et autour de la production porcine sur la commune. Donc 22 agriculteurs, 15 agriculteurs ici. Comment se passent, Daniel Sauvêtre, les relations entre agriculteurs et les autres habitants sur votre commune? Le dialogue est compliqué, il est tendu ou il est serein? Sur ma commune, on a encore une ambiance très, très paisible et les habitants entre eux se comprennent très bien. Mais on ressent aussi, comme ailleurs, une évolution de la sociologie de nos communes qui fait qu'on a de plus en plus de rurbains et donc on doit mettre un soin tout particulier à les accueillir et à les inviter à participer à la vie de la commune de manière à ce que l'acculturation à nos communes rurales où on a encore des paysans qui roulent avec des tracteurs sur les routes et quelquefois mettent un peu de terre, d'autres un peu de fumier, il y a des odeurs, donc il faut apprendre à ce que les uns et les autres fassent des efforts pour que la cohabitation se passe bien. Puis on en parlait tout à l'heure, on travaille un peu aussi sur l'organisation de l'urbanisme pour faire que les problèmes ne s'exacerbent pas, mais au contraire, on va qu'on revenir puisse apaiser sur les relations. l'urbanisme, oui, c'est important. Et dans le Haut-Doubs, beaucoup d'élevage, donc du bruit et des odeurs, comme dirait l'autre. Oui, mais aussi une économie agricole qui est porteuse, qui fait aussi vivre son territoire. Nous, on a la chance d'avoir, je dirais, 2 poumons, voire un 3e. On a un premier poumon qui est lié au territoire où l'agriculture avec l'AOC, je dirais, l'AOC Comté et Morbier et Mont-d'Or. Donc on a une chance extraordinaire d'avoir fait un travail là autour et ça valorise les paysans, mais ça valorise au-delà des paysans les gens qui sont issus dans la filière par rapport à ça. La fruitière, par exemple, c'est combien de salariés? La fruitière, c'est 6-7 salariés. Mais au-delà d'être seulement des salariés, c'est aussi des gens qui sont communicants. Et ça, c'est important. L'autre chose chez nous, qui est le 2e poumon économique, c'est la proximité avec la Suisse. Et la Suisse offre beaucoup d'emplois. Donc on a des populations jeunes qui arrivent des fois d'autres régions
qui viennent chez nous parce qu'ils savent qu'il y a un taux de chômage qui est très faible et la possibilité d'avoir des emplois et des salaires remarquables. Résident chez vous, travaillant en Suisse. En Suisse, C'est oui. ça, c'est ça. Alors, comment ça se passe? Ça se passe chez nous pas trop mal. Par contre, à plus ça s'urbanise, à plus ça devient compliqué. Et moi, je le discutais avec les agriculteurs qui rentrent le foin au mois de juillet ou au mois de juin, et que les gens qui arrivent de Suisse, ils ont hâte de choper le vélo et puis d'aller s'oxygéner. C'est des fois un petit peu compliqué sur les routes avec les autochargeuses pour rentrer le foin. Mais au-delà de ça, on sait se retrouver grâce au milieu associatif. Et je pense que la richesse des communes demain, c'est de faire vivre les gens ensemble avec notamment le milieu associatif. Et nous, notre liste, on l'a voulu vraiment participative avec les gens des associations. Nous, on est une commune donc, de plus de 1000 habitants, donc on est automatiquement sur un scrutin de liste avec parité. Oui. Et les associations ont une place importante. Et ça tombe bien qu'on fasse cette émission aujourd'hui, puisque le nom de la liste, c'est Pierre Fontaine-Varan, Vivre ensemble. D'accord. Juste, le foin, vous ne pouvez pas le rentrer l'hiver pour satisfaire les cyclistes. C'est plus compliqué. Alors, pour satisfaire les cyclistes, rentrer l'hiver, ça serait plus compliqué. Et puis là, ils font de l'entraînement avec du ski à roulettes, donc c'est pas mieux. C'est pas mieux. Et alors, en Charente, à Rignac Non, je pensais à la liste. Moi, j'ai 760 habitants, donc c'est pas un scrutin de liste. Et à 15, on ne peut pas faire la parité parce que ça fait 8 et 7. Alors, chez moi, il y aura 8 femmes et 7 hommes, quoi. Donc, c'est pas facile. C'est la parité à l'envers. C'est la parité à l'envers, mais je pensais à ce qu'on disait sur... chez moi, c'est la viticulture qui est très dynamique en ce moment. La viticulture, la production de vin pour le cognac va très bien, il y a une demande très forte et on constate aussi qu'on manque de main-d'œuvre cruellement, on manque de main-d'œuvre en arboriculture, on en manque en viticulture et donc on nécessite d'avoir des personnes qui viennent d'un peu partout en Europe. Et là, on a il apparaît des inquiétudes de la production locale, de la population locale, parce qu'on voit arriver des personnes de Bulgarie, de Roumanie. Donc, à la limite, les difficultés sont presque plus en train d'apparaître avec cette intégration de la population étrangère que les relations entre les uns et les autres, entre agriculteurs et population locale. Et sur ce point précis, il y a une tentative d'information, de communication des citoyens organisée par les viticulteurs, par exemple? Moi, je pense que ça se fait à l'échelle locale. Dans les petites communes, je m'en rends compte en parlant ici. Quand on est 760 avec le nombre d'associations locales, j'ai un peu l'impression que tout le monde se connaît et se voit toute l'année. Ce qui fait que dès lors qu'il y a un problème qui surgit, on le sait par un conseiller municipal, on le sait par l'association et les problèmes. Quand je suis sollicité, je pense que le temps de réaction est assez rapide. On a quand même encore plus souvent des problèmes de voisinage liés aux chiens mal contrôlés que finalement à des problèmes d'entente entre les différentes populations de la commune. Alors, un point important aussi chez vous, Daniel Prière, il y a le tourisme. Il y a beaucoup de tourisme rural, si ma mémoire est bonne. Est-ce que ça continue à bien fonctionner et est-ce que cette arrivée aussi de touristes contribue à assainir le climat sur la commune? Alors ça, c'était une ambition bien avant les aspects électoraux. C'était redonner de la vie à un territoire qui n'est pas dans un axe de communication. Et donc, on s'était donné les moyens de pouvoir faire de l'accueil avec des classes transplantées, et ça avait nourri une nouvelle forme de tourisme éducatif. Aujourd'hui, on va aller plus loin. Et notamment, les premiers mômes qui sont venus chez nous découvrir le territoire, ils avaient une dizaine d'années, c'était dans les années 95. Aujourd'hui, c'est des gens qui sont dans la force de l'âge, qui ont 34, 35 ans, et puis qui ont des familles. Et donc moi, je mise là-dessus, sur la dynamisation du territoire à travers ce tourisme. Donc ils sont venus enfants en classe et ils reviennent adultes avec... On va leur proposer de venir adultes. Parce que vous avez gardé les noms. Ben bien sûr. Ben bien sûr. Ils sont malins dans le dos. Et aujourd'hui, avec les outils de la communication moderne, Internet et tout ça, on peut faire du beau boulot. Il faut que ça soit au profit de nos milieux ruraux aussi. Et puis, sur les problématiques du vivre ensemble. Nous, on aura une adjointe
qui serait une adjointe à la médiation. Et ça me paraît très important. C'est qu'on ne laisse pas des gens sans réponse. On ne va pas dire qu'on va donner une réponse la veille pour le lendemain, mais on va essayer de ne pas laisser des gens sans réponse par rapport à ça. Et puis, l'autre chose, moi, qui me paraît importante par rapport à, justement, ces brassages de population, où on pensait que c'était que les villes, mais on voit que le milieu rural y est aussi confronté. Je pense qu'on a des belles valeurs qui sont les valeurs républicaines. Il faut que même des petits maires que vous êtes ou que je serai peut-être demain jouent cette carte des valeurs et de faire le boulot avec les mômes, avec les écoles, parce que quelque part la notion de fraternité dans une société qui se regarde beaucoup le nombril, eh ben, il faut leur faire lever un peu la tête, lever les yeux et regarder un peu plus loin. On va venir au sujet de l'urbanisation, mais le maire, c'est quand même quelqu'un encore de respecté, un élu apprécié et aimé de ses concitoyens. C'est sur lui que tout remonte. Si on en croit les sondages, ça reste encore l'élu le plus... Bon, concrètement, concrètement, on va savoir dans quelques jours, parce que moi je suis très inquiet, je n'ai qu'une seule liste, mais je veux voir si les citoyens vont se déplacer et quel score on va faire, parce que finalement la vraie sanction, c'est le jour du vote, pour voir si... moi ça fait 2 mandats, j'en aborde un 3e, donc j'ai toujours un peu l'inquiétude de dire est-ce qu'on m'a bien tout dit, est-ce que j'aurai la surprise de voir que finalement il y a un peu de défiance qui apparaît ou pas. C'est l'intérêt, mais bon, jusqu'à aujourd'hui ça se passe plutôt bien. Donc, ce que je pense surtout, c'est qu'aujourd'hui, on a à faire face à une avalanche médiatique de messages qui font croire à la population locale que les choses ne peuvent pas aller bien entre les riverains et les agriculteurs. Et ça nous demande de gros efforts aujourd'hui. On a un miroir déformant. On a un miroir déformant et finalement, on peut le comprendre, hein, quand on est soumis à une telle pression médiatique, il faudrait vraiment être sourd pour ne pas s'inquiéter de ce que fait l'agriculteur. Donc ça, on doit redoubler d'efforts pour tisser toujours des liens. Et puis, là justement, j'ai été heureux de mettre là, ce plateau verger co-responsable, puisque je suis arboriculteur et président de l'association nationale de Pommes-Poires. Mais on a une démarche qui est très orientée aujourd'hui sur les fermes que l'on ouvre au public. Et je pense qu'aujourd'hui, on est amené à le faire de plus en plus, justement pour lutter contre cette pression qui arriverait à nous faire nous diviser entre nous, alors que dès lors qu'un agriculteur accueille sur sa ferme un consommateur, et bien d'un seul coup, la compréhension prend le dessus sur ses peurs. Donc on est réellement sur une nécessité de faire ce travail aujourd'hui. Quand il y a ces journées de vergers ouverts, c'est plutôt la population immédiatement locale qui vient ou plutôt des gens d'un peu plus loin ou c'est les deux? Il y a les deux. On va avoir la population des personnes justement qui s'inquiètent le plus, qui disent je vais quand même aller voir, puisqu'on m'a fait très peur à la télévision. Est-ce que réellement cet arboriculteur, il fait des choses dont je peux m'inquiéter? Et donc on va avoir cette population, puis après il y a carrément ceux qui sont trop heureux de voir qu'ils peuvent venir et puis venir se réjouir d'échanger avec l'agriculteur parce qu'ils ont consommé des fruits toute l'année. Ils se disent ça m'intéresse en plus de voir qui les a produits et que je puisse... Et puis souvent aussi ceux qui ont un pommier dans leur jardin et qui viennent chercher la recette pour avoir des fruits qui n'auraient pas de verre, pas de tavelure. Et donc c'est ça peut-être le ciment un peu de nos 36 000 communes, c'est d'avoir encore des maires qui soient paysans. Ça ne veut pas dire que quand on est paysan, on fait un meilleur maire, mais quand on est maire et qu'on est paysan, on sait au moins qu'on a cette culture qui fait qu'on se préoccupe de notre territoire, parce qu'on ne représente pas grand-chose dans la population, mais en revanche, sur la surface du territoire français, eh bien, les agriculteurs ont quelque part la gestion de l'entretien. Alors si on y ajoute les forestiers, ça fait quand même une grande partie du territoire qui est sous la responsabilité de l'agriculteur. Et quelle responsabilité, hein. Et donc je pense qu'on a encore cette chance d'avoir cette implication, hein, du paysan qui permet d'avoir une ouverture vers le consommateur qui est ô combien utile par les temps qui courent. Daniel Prieur, à Pierrefontaine-les-Varans, dans le Doubs, il y a des visites d'exploitation. Les citoyens viennent, les habitants de la commune viennent voir les agriculteurs, voir comment ça se passe à la ferme ou à la fruitière. Alors il y a beaucoup de visites, notamment à la fruitière. Et dans les fermes, on a à la fois les routes du comté qui ont ciblé un certain nombre de fermes qui sont des fermes ouvertes en permanence. Il y a des gens qui sont adhérents au réseau Bienvenue à la ferme des chambres d'agriculture, donc qui sont ouvertes aussi.
Et puis la Chambre, le premier week-end d'août, fait un gros travail en invitant notamment les populations de touristes qui sont sur nos territoires à venir voir ce qui se passe dans les fermes. Donc, je dirais comme Daniel l'a dit, hein, les paysans ne sont pas obtus par rapport à ça, mais sont plus dans une logique de communication parce qu'il faut lutter contre une certaine désinformation, voire pour certains contre une certaine manipulation mentale. Alors Daniel Sauvette, vous avez évoqué tout à l'heure la question de l'urbanisation. Un des problèmes que rencontrent les agriculteurs, notamment quand ils doivent ou passer un traitement ou épandre du lisier, c'est la proximité avec les habitations. Ce n'est pas les vergers ou les champs qui sont rentrés dans les villages, c'est les villages qui rentrent dans les champs. Mais c'est aussi un peu le rôle du maire de veiller à ce que cette urbanisation ne soit pas trop déréglementée. Tout à fait. Mais moi, je pense que j'ai été acculturé assez tôt à cette question, puisque en tant que président de l'association des producteurs de pommes et de poires, avec ce qui nous était arrivé dans le Limousin très tôt, avec une ONG à Alassac qui était très vindicative vis-à-vis des arboriculteurs au regard de leurs pratiques et du fait qu'il y avait une dérive qui fait que quelquefois les produits phytosanitaires atteignaient les maisons. Eh bien, on est passé d'un moment où les uns et les autres se sont regardés en étant presque dans une forme d'adversité dangereuse. Ils sont rapidement basculés, enfin rapidement, il a fallu du temps, mais dans la recherche d'une compréhension mutuelle de ce que les uns et les autres attendaient, et ce qui a donné finalement lieu à la première charte de bon voisinage, et qui aujourd'hui, on était il y a quelques jours dans le Limousin, on nous disait on a bien fait, puisque finalement aujourd'hui avec ces ZNT qui arrivent, nous serons moins impactés que d'autres, parce que voilà. Mais et dans ma commune, quand j'ai fait le plan local d'urbanisme, je pensais très fort à ces situations. On me demandait un peu, parce que vous savez que les paysans, ils sont toujours un peu ambivalents. D'un côté, ils veulent pouvoir vendre un bout de terrain pour construire une maison parce que ça peut valoir un peu d'argent, et de l'autre côté, ils ne veulent pas que la maison vienne les embêter. Et donc, conscient de ça, très tôt, j'ai vraiment demandé à ce que dans la commune, on limite au maximum l'emprise qu'on ne prenne plus terre agricole pour venir construire, qu'on se limite strictement à densifier nos villages et puis à ne pas étendre l'urbanisme, d'autant plus qu'on a des villes-centres qui perdent de la population. Donc aujourd'hui, maintenant, c'est la norme, mais ce ne l'était pas. Et en indiquant que si jamais nous devions avoir un lotissement, ce que nous avons fait, que le lotissement devrait obligatoirement comprendre, pour l'urbanisme, celui qui urbanise, une zone de protection avec l'agriculture, de manière à ce que ce lotissement ne vienne pas gêner l'activité de l'agriculteur qui, lui, est là depuis longtemps. Et donc, qu'on renverse un peu la contrainte en disant, si jamais vous construisez à cet endroit, vous devrez prévoir d'avoir la haie qui va vous protéger de l'activité agricole si vous souhaitez. Il vaut mieux prévoir que c'est une nécessité, parce qu'on n'a pas trouvé mieux aujourd'hui qu'une barrière physique pour faire que la dérive, que ce soit peut-être pas de l'odeur du lisier, mais enfin pour les poussières de la récolte de la moisson, que ce soit quand on épand, y compris de plus en plus. J'ai un collègue sur ma liste que je suis allé chercher à l'agriculteur, et quand il s'est présenté aux autres collègues de la liste, il dit moi je suis agriculteur et je passe en bio. Et donc je passe en bio, il va falloir que j'épande du fumier de poule. Et puis vous avez déjà râlé l'année dernière parce que ça sentait mauvais. Donc il faut savoir. Bon, j'ai dit, il va falloir qu'on trouve le moyen de discuter, mais ça veut dire que l'impact, on nous demande de changer de modèle, mais ça ne veut pas dire pour autant que les pratiques d'une agriculture qui serait plus tournée vers des solutions naturelles va être moins impactante dans les relations de voisinage. Alors ça, c'est ce qui se passe chez vous à Rignac, mais au niveau national, si j'ai bien compris, la charte de production des vergers éco-responsables va également évoluer pour que toutes les futures plantations à proximité d'une habitation soient oui, parce que le mouvement a été amorcé il y a déjà quelques temps. Donc, chaque année, notre commission technique, composée d'arboriculteurs de tout le pays, incrémente les obligations qu'ils se donnent eux-mêmes dans la charte pour justement faire évoluer les nécessités de la pratique agricole pour qu'elle soit totalement bien intégrée dans le pays. Et donc, aujourd'hui, ce qui n'était qu'une préconisation va devenir une obligation. À chaque fois que j'implante un verger, je dois faire une étude de situation, voir quels sont les voisins que je pourrais gêner de par cette nouvelle activité. Et si jamais il y a une proximité avec une maison d'habitation, on oblige l'implantation d'une haie.
Alors Daniel Prieur, chez vous, le bruit, les vaches, ont-elles des clarines, des cloches? Est-ce que ça gêne ou pas? Alors non, moi j'ai pas eu connaissance jusqu'à maintenant que ça gênait. Mais elles ont des cloches? Et elles ont des cloches. Par contre, il y a une initiative parlementaire actuellement qui a été prise par le député de la Lozère. De la Lozère, oui, Pierre Morel-Lucier. Qu'il y ait une charte, là aussi de bon voisinage, et une charte pour les gens qui viennent habiter dans les milieux ruraux, qui savent qu'il peut y avoir du fumier, qu'il peut y avoir des clarines, qu'il peut y avoir, pour le moment de la récolte, des engins qui passent à des heures qui sont des heures hors que les heures ouvrables du travail quotidien. Donc moi j'ai un village. J'ai un village que j'aime bien parce que j'en ai plein de souvenirs. C'est Guyanvennes, c'est un petit village au-dessus de chez moi où le maire avait pris les devants déjà depuis un certain nombre d'années. Ça ne l'a pas empêché de remplir ses lotissements, mais ça a aussi contribué à quelque part du mieux vivre ensemble, parce qu'avant que le conflit éclate, les gens ils savent à quoi s'en tenir, quoi. Alors, on va arriver à la conclusion de cette émission. Question traditionnelle, les dialogues, les réunions, les réseaux sociaux, c'est parfait. Mais le meilleur réseau social dans une commune, c'est le bistrot. Est-ce qu'à Régnac, il y a encore un bistrot? Alors non, j'ai pas de bistrot, mais il y a un ancien bistrot. Et il se trouve que j'ai une adjointe qui est hyper dynamique, qui ne cesse de créer des associations, dont la dernière, qui s'appelle Régnac Ensemble, réunit les aînés de la commune et qui prennent un tel plaisir à se retrouver pour jouer aux cartes, pour différents jeux de société. Je dis, mais c'est quand même pas normal que je les laisse jouer dans une salle municipale. Alors je me suis dit, et ça va être le projet de ce nouveau mandat, de dire on va remettre un beau décor dans ce qui était ce bar désaffecté pour en faire finalement un bar associatif. Et donc il y aura, j'espère qu'il n'y a pas trop de personnes qui vont me prendre auprès du mot, mais a priori, dans les 2-3 années qui viennent, on va remettre ce bar associatif en activité. Et ce qui fait que dans la commune, je pense que j'aurai une remontée d'informations encore plus rapide qu'aujourd'hui, parce que dans un bar associatif, on ne me l'enverra pas dire. Donc on viendra pour inaugurer le futur bar associatif de Régnac. Et à Pierrefontaine-les-Varangs? Alors, 2 hôtels-restaurants, un autre restaurant. C'est l'opulence. Une roche du trésor qu'Olivier connaît bien, donc a aussi beaucoup œuvré pour plus de liens sociaux. Et donc l'idée pour que les choses fonctionnent encore mieux demain, c'est notamment autour d'un appui aux entreprises, avec l'idée d'un mini foyer jeunes travailleurs pour que les agriculteurs, mais aussi les réparateurs automobiles, l'usine de machines agricoles qui est dans la commune, puissent avoir une main-d'œuvre qualifiée demain et des gens qui viendront sûrement de la ville. On a envoyé beaucoup de gens du milieu rural vers la ville. Il faut penser pouvoir accueillir ces gens de la ville qui vont venir demain s'impliquer dans les milieux ruraux. Et donc pour ça, il y a des passerelles à créer. Et donc on a l'idée d'avoir quelque chose qui donne une vie pour le territoire et notamment ramène de la jeunesse. La ville à la campagne, quoi. Eh bien, c'est un peu ça. Merci Daniel Sauvêtre, merci Daniel Prieur. Vous l'avez constaté, à Pierrefontaine-les-Varangs dans le Doubs, à Régnac en Charente, il n'y en a pas marre de la campagne. Merci à tous. Il y en a marre. Oh non, encore eux. Oh, c'est pas vrai. Oh, il y en a marre. Il y en a marre de la campagne.